Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. Un grand merci de nous rejoindre pour cette première soirée culturelle du Musée de l'Ordre de la Libération de l'année 2021, qui est d'ailleurs aussi une première expérience, puisque c'est la première soirée et conférence que nous tenons à la fois à distance, sur Zoom et en Facebook Live. Alors, je veux d'abord remercier très chaleureusement Frédéric Turpin d'avoir accepté d'abord que l'on reporte cette conférence qui était précédemment prévue initialement prévu au mois de mars dernier et pour les raisons que tout le monde connaît, qui a dû être annulé, en fait reporté. Et merci également à Frédéric Turpin d'avoir ensuite accepté de jouer le jeu de cette conférence à distance qui ne représente pas toujours, disons, les conditions les plus satisfaisantes ou les plus confortables pour un intervenant habitué à avoir en face de soi un public en chair et en os. Alors ce soir, nous allons parler d'un personnage qui est un personnage important à la fois dans l'histoire politique française du XXe siècle, mais également quelqu'un d'important pour l'ordre de la Libération. Il s'agit bien sûr de Pierre Messmer, que l'on a pu surnommer le centurion du général de Gaulle, qui fut à la fois un combattant, un très brillant combattant. Pierre Messmer lui-même avait cette âme de combattant, comme en témoigne la devise d'ailleurs qu'il avait choisie pour être inscrite sur son épée d'académicien. Cette devise était « Pour me trouver moi-même, je pars et je combats ». Pierre Messmer, ce fut aussi un grand administrateur colonial, placé au cœur des questions de décolonisation, et puis évidemment, un homme politique porté aux plus hautes fonctions de la Ve République. Alors, pas tout à fait jusqu'à la plus haute fonction, peut-être que Frédéric Turpin nous en dira un mot tout à l'heure, mais qui a exercé les fonctions de ministre des Armées pendant 9 ans, et évidemment celle de Premier ministre. Alors, par un clin d'œil du destin, d'ailleurs, Pierre Messmer commença sa brillante carrière comme officier de Légion étrangère, là où son courage lui a valu de recevoir la Croix de la Libération, et il termina sa vie comme chancelier de l'Ordre de la Libération, comme une manière pour lui de boucler la boucle, et sans doute aussi comme une manière de revenir d'une certaine façon à l'essentiel, comme en témoigne aussi le choix qu'il a fait de ne voir marqué sur sa pierre tombale que l'inscription Pierre Messmer, 1916-2007, compagnon de la Libération. Alors, pour nous en parler ce soir, Frédéric Turpin, professeur d'histoire contemporaine à l'université Savoie-Mont-Blanc. Frédéric Turpin est un spécialiste de l'histoire politique, en particulier du gaullisme, mais aussi spécialiste de la décolonisation et de l'outre-mer. Et évidemment, Frédéric Turpin est l'auteur de la première biographie scientifique de Pierre Messmer, parce qu'étonnamment, aucun travaux scientifique n'avait été fait sur ce grand personnage jusqu'à présent. Il s'agit de l'ouvrage que vous voyez, je pense, à l'écran, qui est Pierre Messmer, le dernier gaulliste, paru aux éditions Perrin. Alors, je vais très rapidement donner la parole à Frédéric Turpin. Au terme de sa communication, qui va durer environ 50 minutes, nous laisserons la place pour un temps de questions que vous pouvez poser sur Zoom au moyen des questions-réponses et également sur Facebook Live, traditionnellement avec Facebook. Et donc, vous pouvez même commencer à poser vos questions pendant l'intervention de Frédéric Turpin et nous ferons une sorte de synthèse de ces questions à l'issue. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Encore merci de votre présence et encore merci à vous, cher Frédéric. Je vous laisse la parole. Voilà, j'active la vidéo et la caméra. Merci Vladimir pour cette entrée en matière. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous font l'honneur et le plaisir de participer à cette conférence débat. Conférence débat un peu particulière, bien sûr, compte tenu des conditions techniques qui ne permettent pas de se trouver face à face dans un amphi ou dans une salle. Mais on fera contre mauvaise fortune de bon cœur et l'exposé sera peut-être moins long qu'une conférence traditionnelle d'une heure ou plus, afin de permettre un échange interactif à travers les moyens technologiques, ce qui sera peut-être plus vivant qu'une longue péroraison de moi-même. Alors, tout commence avec Pierre Messmer en juin 1940, au milieu de la débâcle. S'il y a une destinée de Pierre Messmer, c'est bien en juin 40 qu'elle débute. Et elle débute d'abord parce que Pierre Messmer, c'était une certaine idée de la France, une certaine idée de l'honneur qui le conduit, à 24 ans, à brûler tous ses vaisseaux pour rejoindre la France libre naissante, et continuer à se battre coûte que coûte.
Alors, cette décision, il ne s'en est jamais caché, fut un réflexe instinctif. Pierre Messmer a eu d'ailleurs aussi la franchise de dire très clairement qu'il n'a pas entendu l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, qu'il ne l'a pas entendu, mais qu'il l'a lu le lendemain, le 19 juin, à Marseille, dans le Petit Provençal. L'appel avait visiblement échappé à la censure, et c'est ainsi qu'il a appris qu'on a faisait appel à des volontaires français pour poursuivre la lutte depuis l'Angleterre, voire depuis l'Empire, si nécessaire. Alors, le véritable réflexe instinctif de Pierre Messmer pour poursuivre la lutte coûte que coûte, c'est en fait, paradoxalement, l'appel radio diffusé du maréchal Pétain du 17 juin 1940. Messmer est en train de redescendre vers les Bouches-du-Rhône pour essayer de trouver une solution pour passer en Afrique du Nord ou aller vers l'Angleterre pour se battre. Et c'est là qu'en compagnie de celui qui sera son ami, son frère d'armes pour la vie comme pour la mort, Jean Simon, qu'il entend à la radio l'appel du maréchal Pétain qui, le cœur serré, demande aux Français de cesser le combat. Ulcéré, Mesmer et Jean Simon décident donc de se lancer dans cette aventure de combat coûte que coûte, du refus de la défaite et de la volonté de maintenir le plus haut possible l'honneur de la France bafoué par cette décision. Et Mesmer d'ailleurs l'écrira par la suite, notamment dans une lettre à Jean Mauriac en 1984, et il résumera très bien ce réflexe instinctif pour l'honneur de la France. Notre mérite, écrit-il en 1984, fut d'obéir à nos sentiments qui nous portaient à combattre plutôt qu'à nos chefs de 1940 qui nous ordonnaient de subir. Vous avez là tout Mesmer déjà résumé par cette belle formule. Alors, à partir de juin-juillet 1940, commence pour le jeune Pierre Messmer une vie de rupture. Il a 24 ans, il est parmi les tout premiers sortis de l'École nationale de la France d'outre-mer, promis un très brillant avenir comme administrateur de la France d'outre-mer, et avec Jean Simon, il s'embarque sur un cargo italien saisi, qu'il détourne vers Gibraltar et rejoignent la France libre à Londres. Et immédiatement, les deux compères s'engagent pour se battre et Pierre Messmer rencontre pour la première fois en juillet le général de Gaulle. Bon, disons-le franchement, ce ne fut pas la rencontre la plus marquante de Pierre Messmer avec le général de Gaulle. La raison en est simple. De Gaulle considère que le jeune lieutenant Pierre Messmer fait son devoir en poursuivant la lutte et réciproquement, le jeune lieutenant Pierre Messmer considère que lui aussi ne fait que son devoir. Bref, point d'effusion. Au contraire, Messmer demande à combattre et par conséquent, il demande au général de l'affecter à la Légion, seule unité combattante prête à se battre à ce moment-là de la France libre. Donc, il va faire toute la Seconde Guerre mondiale, en tout cas jusqu'à 1943, au sein de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Et c'est avec elle qu'il va accomplir sa belle guerre, qui le fera héros et compagnon de la libération dès 1941. Alors, Messmer s'impose assez vite auprès de ces hommes comme un officier d'élite qui sait commander et qui fait don de sa personne à ses subordonnés par l'exemple. Et c'est une nécessité parce que Messmer sert dans la Légion. Il est beaucoup plus difficile de motiver des soldats par le patriotisme lorsqu'ils sont étrangers et sont là généralement pour d'autres raisons que le patriotisme de citoyens soldats français. C'est donc par le courage que Messmer s'impose à ces hommes, bon nombre d'entre eux étant des combattants aguerris, beaucoup plus âgés. Nombre d'entre eux sont des anciens républicains de la guerre d'Espagne, mais c'est à la tête, toujours en première ligne de ces hommes, que Messmer s'impose et devient un grand officier de la Légion étrangère, en tout cas de la 13. Cela ne l'empêche pas de connaître, comme tous ses frères d'armes, la peur. Et sur ce point, Messmer n'a jamais caché que lui aussi, comme tous ceux qui honnêtement font la guerre, eh bien, a eu peur. Et que toute la difficulté
à plus forte raison lorsqu'on est un chef chargé d'entraîner ses hommes vers la victoire ou vers la mort, eh bien, il faut savoir la maîtriser, apprendre progressivement à la maîtriser, même lorsqu'elle vous pétrifie, vous cloue au sol littéralement. Mais Mesmer, progressivement, dans ces années 40-41, s'affirme, domine cette peur et prend même goût à cette adrénaline si particulière de la guerre, de la mort qui rôde auprès de vous. Mesmer, à partir de 1940-41, aura un goût certain, ça peut paraître curieux de le dire, mais pour la guerre, pour le fait de risquer sa vie, pour la cause bien sûr qu'il soutient, pour la France, pour son honneur, pour la France libre. Alors Mesmer, le jeune lieutenant puis capitaine de la 13, Pierre Mesmer, participe aux campagnes, à toutes les campagnes de la France libre de 1940 à 1943. Il ouvre le bal d'abord par le ralliement du Gabon à l'automne 1940, contre d'autres Français donc, et surtout en Érythrée en 1941 contre les Italiens. Et sa brillante conduite au feu lui vaut donc dès 1941 d'être fait compagnon de la libération. S'ensuit l'épisode moins glorieux, plus difficile évidemment, de la Syrie, qui pour Pierre Mesmer n'a pas posé tant de problèmes que cela. Pour Pierre Mesmer, il s'agit de mener la lutte coûte que coûte contre l'Axe, contre les Allemands, les Italiens et tous ceux qui sont dans leur camp, y compris des Français qui se sont trompés de camp, c'est-à-dire ceux de Vichy. Surtout Pierre Mesmer, et c'est là que la gloire évidemment de Mesmer éclate au sens national et international, c'est la bataille de Bir Hakeim dans le désert libyen en 1942, qui lui vaut pour l'éternité d'être, suivant la belle formule du regretté Pierre Brossolette, un soutier de la guerre. Il est également de l'offensive ratée sur l'Imémat, c'est-à-dire l'offensive de diversion au sud du dispositif de la bataille d'El Alamein, dispositif pour le sud, les diversions confiées aux Français. Et dans tous ces cas de figure, c'est-à-dire tant à Bir Hakeim qu'à l'Imémat, on peut dire que Pierre Mesmer est toujours en première ligne, toujours à entraîner ses hommes, et que c'est un miraculé, tout simplement. Là où tant de ses frères d'armes sont tombés au champ d'honneur, sous les balles de l'adversaire, Pierre Mesmer ne connaît pas de graves blessures pendant toute la durée de la guerre, et on peut dire qu'il a une baraka absolument incroyable, et c'est pourtant pas faute de mettre en jeu sa vie à chaque grande bataille. C'est donc un miraculé, et cette chance, il faut bien le dire, le poursuivra aussi en Indochine en 1945-46, ainsi qu'en d'autres occasions, lorsqu'il sera la cible en particulier d'attentats de l'OAS. Alors, au printemps 1943, lorsque l'Africa-Corse recule vers la Tunisie, que Vichy a malheureusement laissé occuper par les forces de l'Axe, eh bien, Pierre Mesmer, ainsi d'ailleurs que les forces françaises libres, ne sont pas tellement de cette bataille. La bataille, elle change de nature puisque au cours de ce printemps et de ce début d'été 1943, la question est désormais beaucoup plus franco-française. Mesmer est un gaulliste, et il le dit clairement, l'affirme, et c'est un gaulliste qui n'a jamais admis que des Français aient pu refuser de poursuivre le combat. Mesmer se distingue donc en Algérie, en Tunisie, par ses campagnes actives en faveur du débauchage des soldats de l'armée d'Afrique pour venir, bien sûr, rejoindre les forces, les unités de la France libre. Et c'est cette action, disons, très visible et avec une certaine réussite qui conduit le commandement, en particulier le général de Gaulle, à lui trouver une position qui permette de l'éloigner un petit peu pour le faire oublier d'Afrique du Nord. C'est ainsi qu'à l'été 1943, il est envoyé en mission aux Antilles, puis à la fin de l'année 1943, est envoyé comme adjoint du général Koenig, qui est désormais le commandant des forces françaises en Grande-Bretagne, ainsi que des FFI. Et c'est
à cette position d'état-major auprès de Koenig, qu'il va connaître un des plus beaux jours de sa vie, c'est-à-dire l'entrée parmi les premiers dans Paris libéré au titre des forces de Koenig, et surtout le lendemain, la remontée des Champs-Élysées, certes derrière le général de Gaulle, la grande masse aussi de tous ceux qui le suivaient à ce moment-là, mais aux côtés du général de Gaulle, et avec la pudeur dont il ne s'est jamais vraiment départi toute sa vie. Mesmer confiera quand même à la fin de sa vie que ce fut le plus beau jour de sa vie. Pour autant, Pierre Mesmer n'a pas réalisé, j'allais dire, tous ses objectifs de mai-juin 1940. Pierre Mesmer, en cet automne 1944, est plutôt un homme désabusé, malheureux. Pourquoi? Parce que, comme tant d'autres Français libres, il considère qu'il a retrouvé la France, mais n'a pas retrouvé les Français. Qu'on ne peut pas revenir à la normale, à 1939, comme si de rien n'était. Mesmer ne se sent pas à l'aise dans un travail d'état-major et n'aspire qu'à retourner se battre sur les fronts des Vosges, en Allemagne ensuite, bref, participer avec tous ceux de la 13e, son unité, au combat libérateur pour la fin de la libération de la France et surtout pour pénétrer en Allemagne et aller évidemment tuer du Boche si nécessaire. Et comme il est malheureux, il devient supportable. Insupportable parce que l'objectif pour Pierre Mesmer, c'est de se faire renvoyer tout simplement de l'état-major pour qu'on le renvoie enfin sur le front. Alors cette politique finit quand même par payer d'une certaine manière, puisque son administration de référence, l'administration des colonies, finit par se souvenir qu'effectivement, il est administrateur de la France d'outre-mer. À l'époque, on disait encore, fin 1944, un administrateur des colonies. Et du coup, on recherche des administrateurs des colonies pour renvoyer, non seulement dans les colonies, pour assurer la relève d'un certain nombre d'administrateurs fatigués parfois par 4 ou 5 ans de séjour outre-mer, mais aussi pour assurer la relève en Indochine, l'Indochine française qui, depuis le 9 mars 1945, a été occupée complètement par les Japonais. D'où la nécessité de reconquérir l'Indochine. Et comme la France ne dispose pas de troupes à cette fin, eh bien, on est obligé d'essayer de coller aux Britanniques. Les Britanniques commandés par Lord Louis Mountbatten. Et Pierre Mesmer est chargé d'organiser à Calcutta, à partir de janvier 1945, une mission, la mission militaire de liaison administrative en vue de la libération de l'Indochine. C'est donc une nouvelle aventure qui va faire de Pierre Mesmer un nouveau miraculé, car là encore, il a une chance extraordinaire d'échapper à la mort. Pourquoi? Parce que au moment de la capitulation japonaise, en août 1945, les autorités françaises décident, dans l'urgence la plus totale, dans une sorte de mission suicide, de parachuter Pierre Mesmer et deux camarades sur le Tonkin, avec pour mission Pierre Mesmer, qui est nommé à ce titre commissaire par intérim de la République au Tonkin, et bien de réoccuper le palais du gouvernement général à Hanoï, à Troyes, c'est quand même assez osé, et d'y rétablir la souveraineté française à Troyes. Bref, le parachutage se passe mal parce qu'ils sont largués trop loin d'Hanoï, et surtout, à l'arrivée, ils tombent sur des paysans qui les livrent immédiatement au Viet Minh, qui tient déjà le pays. Et c'est là où Pierre Mesmer a la baraka, parce que pendant plus d'un mois, il est baladé de village en village, subit aussi des tentatives d'empoisonnement, et l'un de ses frères d'armes mourra justement à la suite de ces mauvais traitements, baladé le plus souvent même dans des cages de bambou auprès des différents villages du delta tonkinois, afin de bien montrer aux villageois que le mandat du ciel donné à la France pour gouverner l'Indochine et le Vietnam, bien sûr, en particulier, est bien terminé. Et Pierre Mesmer ne doit la vie qu'au fait d'avoir croisé une patrouille de soldats chinois venus désarmer les forces japonaises et qui donc le récupèrent et finissent par le renvoyer à Saigon auprès du maréchal Leclerc et de l'amiral Georges-Thierry d'Argentlieu qui commande évidemment le corps expéditionnaire français qui arrive par le sud. Je signale que
lorsque les autorités françaises, Jean Sainteny notamment, qui s'était installé à la résidence française à Hanoï, réclame à Ho Chi Minh des nouvelles de Pierre Messmer, celui-ci lui répond avant son évasion qu'il est mort, et bien mort, qu'il a eu un accident de saut de parachute. Bref, il s'en est, encore une fois, sorti. Sauf que, à la fin de l'année 1945, Pierre Messmer est rapatrié en France, dans un état sanitaire déplorable, mais il n'en a pas terminé avec l'Indochine. D'abord parce qu'il est administrateur de la France d'outre-mer, et qu'ensuite c'est un des rares connaisseurs de l'intérieur, puisqu'il a été baladé tel un prisonnier au cœur du pouvoir du Viet Minh dans le delta tonkinois, et c'est un des rares à connaître de l'intérieur la réalité du pouvoir du Viet Minh sur le Nord-Vietnam. Et donc Marius Moutet, le ministre socialiste de la France d'outre-mer, qui n'ignore pas ses antécédents socialistes de sa jeunesse, fait appel à lui pour suivre la question indo-chinoise au sein de son cabinet ministériel. Et c'est ainsi que tout au long de l'année 1946, Pierre Messmer sera aux premières loges de la négociation franco-vietnamienne, tant à Dalat qu'à Fontainebleau, et qu'il assistera impuissant à l'échec de ces négociations, à la montée vers la guerre qu'il essaye de conjurer, en particulier en proposant des positions moins intransigeantes côté français, notamment sur la question cochin-chinoise, puisque la position française est alors essentiellement du point de vue gouvernemental de séparer la Cochinchine du reste du Vietnam. Pierre Messmer n'entend pas en faire une Alsace lorraine pour le Vietnam et en aucun cas déclencher une guerre pour ça. C'est un échec, nous le savons bien sûr. Il ne peut que déplorer l'échec des négociations franco-vietnamiennes et aussi bien sûr le déclenchement du coup de force du Viet Minh le 19 décembre 1946. Et comme Marius Moutet et d'autres d'ailleurs, il essaye de renouer les fils de la négociation avec le Viet Minh. Et c'est pour cela qu'il accepte en mars 1947 de partir en Indochine cette fois-ci comme directeur de cabinet d'Émile Bollaert, le nouveau haut-commissaire de France en Indochine qui remplace l'amiral Georges-Thierry d'Argentlieu, avec pour mission, et là les deux hommes, Bollaert comme Messmer, sont tout à fait sur la même longueur d'onde, de trouver coûte que coûte une solution négociée pour éviter que la guerre s'intensifie, s'approfondisse. Malheureusement, pour la France de manière générale, et aussi pour Bollaert et Messmer, leurs efforts ne seront pas couronnés de succès et au bout de quelques mois, les deux hommes ont bien conscience que de solutions négociées, il ne sera plus possible et qu'au contraire, ce sera plutôt la solution militaire qui va s'imposer. C'est pour cela que Messmer, comme son patron Bollaert, décide de tirer leur révérence et en octobre 1948, Messmer décide de rentrer en France sans se retourner comme il le dit. Il le fait d'ailleurs en profitant de ses congés bonifiés et il le fait à voile, en cargo, puis à voile, en passant par Ceylan, Singapour, etc. Tout un périple, car Pierre Messmer est un administrateur de la France d'outre-mer qui aime beaucoup la mer et passionné par la voile. En tout cas, cette difficile expérience indo-chinoise est un élément marquant dans l'expérience, la maturation de Pierre Messmer en matière de conception de ce que doit être la politique coloniale et surtout de ce qu'est en train de devenir la politique de décolonisation de la France. Et pour lui, il en tire une conséquence fondamentale qu'il va appliquer dans les années suivantes aussi. Comme il le dit dans son ouvrage Quand les Blancs s'en vont en 1998, mais ce n'est pas uniquement qu'une réflexion a posteriori, de fin de vie, ce sont aussi des éléments qu'on retrouve dans sa correspondance, dans ses propos à cette époque. Il le dit très clairement, le colonisateur le plus habile n'efface pas le sentiment national quand il existe. Donc, il faut traiter à tout prix, comme aurait dit Leclerc en mars 1946 par rapport au Viet Minh. Il faut donner l'indépendance si nécessaire pour sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire les intérêts français. C'est la position de Messmer face à un peuple en ébullition nationaliste. On ne pourra pas résister, la France n'a plus les moyens. Alors à partir de 1949, début de l'année 1950, une nouvelle carrière ultramarine commence pour Messmer, celle de ses rêves, c'est-à-dire celle d'administrateur. Il n'est plus dans un cabinet, il n'est cabinet d'un haut-commissaire ou d'un gouverneur, il n'est plus non plus
parachuté dans une mission périlleuse, mi-guerre, mi-administration, comme en août 1945. Cette fois-ci, c'est vraiment son travail d'administrateur qui débute comme il l'a souhaité depuis le début. Et c'est une des périodes probablement les plus heureuses de sa vie qui commence à ce moment-là, puisqu'il est affecté au début de l'année 1950 comme chef du cercle de l'Adrar en Mauritanie. Il sera ensuite gouverneur de la Mauritanie. Et c'est une période heureuse pour lui et son épouse aussi, Gilberte, qui le suit dans cette affectation qui est quand même pas très confortable. Et pourquoi? Parce que ce sont tous ces rêves d'enfants aussi qui se réalisent. Alors ce n'est pas l'étendue de la mer au loin, ce sont plutôt les grandes étendues désertiques, avec un rôle d'administrateur au contact de populations rudes, directes, mais dans lequel le rôle de l'officier d'administration coloniale semble lui aller comme un gant. Son adjoint, d'ailleurs, Guy de Valence de Mignardière, qui fut l'approche collaborateur aussi du maréchal Leclerc pendant la guerre, en dresse un portrait que je trouve particulièrement saisissant, que ce soit pour 1950 comme pour toute la suite de la carrière et de la vie de Pierre Messmer. Que nous dit Guy de Valence de Mignardière? Ce qui frappait au premier abord lorsque l'on observait Pierre Messmer pendant une assez longue période, c'était avant tout, pour moi, un équilibre remarquable, une grande égalité d'humeur et une maîtrise de soi, quelle que fût la nature des difficultés qu'il rencontrait et les déconvenues qu'il subissait. Il m'est arrivé souvent de le comparer à une sorte de mécanisme d'horlogerie, dont aucun déplacement dans l'espace ou le temps, ni les aléas ne sauraient affecter le fonctionnement précis. Appliqué, ordonné dans sa réflexion et toujours au plus près de son sujet, quelle que fût la tâche qu'il accomplissait, Messmer était pour moi tout le contraire d'un improvisateur et encore moins un brouillon génial. Sa nature profonde était de toujours obéir à une règle qu'il s'efforçait de respecter. Si Pierre Messmer, et j'en termine par là avec ce portrait de Pierre Messmer, si Pierre Messmer m'est toujours apparu en fait comme dépourvu de fantaisie, je suis sûr en revanche que son esprit était toujours en mouvement, à la recherche de la solution du dernier problème posé, voire d'imaginer la mise en œuvre d'une idée nouvelle lorsqu'elle lui était venue à l'esprit, ou bien qu'un de ses collaborateurs le lui avait présenté. Ce n'est pas idiot, disait-il dans ce cas, mais ajoutait-il, avant de s'engager vers un objectif donné, nous devons examiner soigneusement comment y parvenir. Messmer, à mon sens, est tout entier dans cette superbe définition dressée par Guy de Valence de Mignardière. Alors la Mauritanie, pendant 2 ans et demi, est une parenthèse, j'ose presque dire enchantée pour Pierre Messmer, puisque le processus de décolonisation ne l'a quasiment pas rattrapé. Son poste suivant, la Côte d'Ivoire, où il est gouverneur, rentre plus dans les subtilités politiques de cette décolonisation en cours. Il y côtoie notamment Félix Houphouët-Boigny, qui est le grand leader déjà de la Côte d'Ivoire. Mais c'est surtout au Cameroun que Pierre Messmer aura affronté directement, dans des circonstances assez vite dramatiques, évidemment, la décolonisation. Alors, depuis les émeutes d'avril 1955, la situation du territoire du Cameroun est extrêmement tendue. Il est même au bord de la guerre, tout simplement. Messmer reçoit de son ministre Gaston Defferre, dont il a été le directeur de cabinet pendant plusieurs mois pour rédiger la loi cadre Defferre. Il reçoit donc la consigne personnelle de Gaston Defferre de ramener la paix civile par une solution politique. Que doit-il faire? Eh bien, il doit doter le territoire d'un nouveau statut d'autonomie, sorte d'antichambre à venir de l'indépendance, et faire participer toutes les forces politiques au nouveau jeu politique. C'est l'objectif affiché par le ministre Gaston Defferre. Problème, c'est que la principale force d'opposition camerounaise à la présence française, l'Union des populations camerounaises du PC de Ruben Niobé, s'y refuse de rentrer dans le jeu de l'administration coloniale française et se lance même rapidement, dès la fin de l'année 1956, dans une guérilla
larvée, essayant d'empêcher la tenue notamment des élections en décembre 1956. Ça n'empêche pas Pierre Messmer de mettre en place, avec les autres forces politiques camerounaises, le nouveau statut, d'installer un nouveau gouvernement. Mais à la fin de l'année 1957, il est clair que pour Pierre Messmer, le constat est amer. Amer parce que de solution politique, il n'est quasiment plus question à ce moment-là. La répression s'intensifie et, bien sûr, plus moyen de ramener à la table des négociations l'UPC, sauf à donner l'indépendance pure et simple et à quitter sur la pointe des pieds le Cameroun. Toutefois, Pierre Messmer est nommé en février 1958 au commissaire de France en AEF à 42 ans. C'est donc une carrière météorique qu'accomplit Pierre Messmer dans les cadres de la France d'outre-mer. Mais on ne peut pas dire qu'il ait eu beaucoup de temps de profiter de Brazzaville, puisque la crise du 13 mai 1958 ramène au pouvoir le général de Gaulle, et de Gaulle a d'autres idées en termes d'affectation pour Pierre Messmer. Dès début juillet 1958, Pierre Messmer est nommé au plus haut poste de l'administration coloniale de l'époque, à savoir au commissaire de France en Afrique occidentale, c'est-à-dire à Dakar. Et à ce poste stratégique, pendant un an et demi, deuxième semestre 58 et toute l'année 1959, Pierre Messmer participe d'abord à la mise en place de la communauté franco-africaine, puis à sa rapide désagrégation, puisqu'il est évident dès le mois de septembre-octobre 1959 que l'édifice communautaire voulu par le général de Gaulle ne résistera pas à l'épreuve du temps, du processus de la décolonisation et au non à la constitution et la communauté du leader guinéen Sékou Touré. Du coup, son office ultramarin ferme, et au soir du 22 décembre 1959, dans une cérémonie tout en sobriété et en dignité, à l'image finalement de la personnalité de Pierre Messmer, il quitte à pied le palais des gouverneurs généraux de Dakar, descend dans le port pour reprendre, au milieu de la population civile surprise, médusée, le bateau. C'est la France coloniale qui en est terminée, qui ferme à Dakar. Et pour Pierre Messmer, à titre personnel, comme il l'écrira dans ses mémoires dans une jolie formule, « J'aimais ce métier à aucun autre pareil. J'y serais resté volontiers jusqu'à l'âge de la retraite, mais il m'a quitté pour cause de décolonisation. » Commence alors une nouvelle, une troisième vie, si j'ose dire, de Pierre Messmer, après celle de soldat, d'administrateur de la France d'outre-mer. C'est une carrière politique et surtout une carrière ministérielle. Et ce, dans le sillon de son mentor, de son patron, le seul, le général de Gaulle. Alors, Pierre Messmer, il n'était pas écrit qu'il allait devenir pendant 9 ans le recordman de longévité comme ministre des Armées, en tout cas de la Ve République, et même juste depuis Louvois quasiment. Initialement, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il sonde notamment son ami Guy Rothschild pour prendre une position dans les affaires. Alors il décide tout simplement de faire un break, comme on dit, et de faire une période de réserve au 8e RPIMA en Petite Kabylie, donc d'aller faire la guerre en Algérie. Et c'est là, après 3 semaines, qu'un émissaire du général de Gaulle vient le chercher pour le ramener à Paris, et de Gaulle lui annonce tout à trac qu'il le nomme ministre des Armées. Pourquoi cette nomination ? Eh bien, tout simplement, de Gaulle a besoin d'un homme sûr à la tête des armées, à un moment où celles-ci ne se sont pas montrées d'une fidélité absolue lors de la semaine des barricades à Alger. Donc, Pierre Messmer est pour de Gaulle la personne idoine, héros de guerre, ancien officier de la Légion, qui peut en imposer aux militaires, donc, grand commis de l'État, gaulliste attaché à la personne même du général de Gaulle, gaulliste historique, celui de la France libre, et qui plus est, un homme qui se montre, dès les premiers échanges avec le général de Gaulle, favorable à l'édification de la force de frappe nucléaire. Et autre point essentiel pour de Gaulle, c'est aussi l'ancien haut-commissaire de France en Afrique occidentale, qui a mené avec douceur, d'une certaine manière, c'est-à-dire sans conflit,
la décolonisation de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, en tout cas l'Afrique subsaharienne occidentale, l'Afrique, l'AOF, l'Afrique occidentale française. Donc, il sait aussi qu'il peut compter sur le fait que Pierre Messmer n'est pas quelqu'un qui entend défendre coûte que coûte l'Algérie française. Même si il n'est pas, Pierre Messmer n'est pas un partisan de l'indépendance de l'Algérie en février 1960 lorsqu'il prend ses fonctions, au contraire, il est pour le maintien d'une manière ou d'une autre de l'Algérie dans le giron de la France, mais il est à la manière d'un africaniste de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire de quelqu'un qui pense qu'on va pouvoir mettre en place un système de communauté ou l'équivalent qui permettra par étapes une indépendance, au bout peut-être de 10 ans, 15 ans, 20 ans, de l'Algérie, ce qui semble être d'ailleurs initialement la solution du général de Gaulle. Pierre Messmer sera donc pendant 9 ans l'inamovible ministre des Armées du général de Gaulle. On le retrouvera sur tous les fronts des armées. D'abord, bien sûr, la fin terrible de la guerre d'Algérie, que ce soit dans les combats, bien sûr, contre le FLN et la LN, mais aussi dans le putsch d'Alger qui le surprend. Il réagit assez vite, puisque c'est lui qui décide de faire rapatrier immédiatement tous les avions de transport pour rendre impossible, ou presque tout parachutage de troupes aéroportées donc, venant d'Algérie. Et c'est aussi lui qui, au sein de l'armée, mène une épuration tambour battante de tout ce qui se rapproche de partisans de l'Algérie française, putschistes ou non d'ailleurs. C'est aussi lui qui va lutter contre l'OS, grâce notamment à l'outil de la sécurité militaire, et qui va organiser le retrait des forces françaises militaires d'Algérie une fois les accords d'Évian signés, ce qui, bien sûr, amènera la question du sort des harkis, question qui restera, et il ne s'en cachera pas à la fin de sa vie, un des grands remords de sa vie. C'est aussi le ministre de la force de frappe nucléaire, l'artisan zélé, méthodique de cette création de toutes pièces, non seulement de l'arme nucléaire, bien sûr, mais tous les vecteurs, les fusées, les calculateurs, etc., pour développer cette dissuasion nucléaire française. Mais c'est aussi globalement l'homme qui organise une restructuration complète du ministère des Armées avec les décrets d'avril 1961 qui fusionnent toutes les administrations du ministère des Armées en une seule, créant le secrétaire général permanent pour l'administration, et qui reformate aussi le commandement, puisque là aussi, les décrets de juillet 1962 suppriment l'état-major général de la défense, l'état-major général de la défense nationale, et crée le secrétariat général de la défense nationale, et surélève aussi la fonction de chef d'état-major des armées. Bref, il est aussi, en tant que ministre des Armées, en première ligne dès que la France gaullienne ou le pouvoir du général de Gaulle tangue, que ce soit en mai 68, où il refuse très clairement qu'on utilise des militaires, en particulier des parachutistes, pour, disons, faire du maintien de l'ordre. Et il est aussi aux premières loges lorsque le général disparaît le 29 mai 1968. Alors, bien sûr, cette période fait que beaucoup dans la postérité de Pierre Messmer, parce que, outre le Français libre, bien sûr, le compagnon de la Libération, dans la postérité, pour la postérité, Pierre Messmer est indubitablement le ministre des Armées du général de Gaulle, quelle que soit d'ailleurs la suite de sa carrière. La suite de sa carrière, elle est initialement en pointillé avec le départ du général de Gaulle du pouvoir, parce que Pierre Messmer est arrivé au pouvoir, aux affaires, avec le général de Gaulle. Il s'est fait élire finalement à Sarrebourg, en Moselle, en juin 1968, pour avoir une position électorale. C'est donc un élu de la nation. Il va se représenter en septembre 1969 et être élu facilement du premier coup. En 1970, il est élu maire de Sarrebourg. Il va le demeurer jusqu'en 1989. Il sera aussi d'ailleurs président du Conseil régional de Lorraine en 1979 et 1980. Donc Pierre Messmer va s'implanter en Lorraine, devenir un des grands personnages politiques de la Lorraine, côté gaulliste évidemment. Mais avant d'être surtout un homme politique très implanté en Lorraine, un cacique
lorrain, Pierre Messmer a été rattrapé par le ministériat. Rattrapé parce que le président Pompidou décide de le nommer ministre des Dom-Tom, ministre d'État des Dom-Tom en 1971, et surtout, en juillet 1972, il est nommé, jusqu'au début juin 1974, Premier ministre par le président Pompidou. Alors, disons-le franchement, ces 2 années passées à Matignon, pour Pierre Messmer, ne constituent pas les meilleures années de sa vie, bien au contraire. Il ne s'en est jamais caché avec la franchise qui est la sienne. Il considère, ou considérait, qu'il n'était pas fait pour cette fonction, et donc il n'a jamais été à l'aise dans cette fonction. Lui, un administrateur né qui aime créer, qui aime avoir une administration pour des objectifs bien précis, se retrouvait dans une tâche essentiellement de coordination interministérielle, avec un rôle particulièrement politique, partisan. Ce n'est vraiment pas dans son ADN et il n'a jamais été très à l'aise dans cette fonction. Il ne s'y est pas épanoui parce que Pierre Messmer n'est pas non plus un homme politique au sens classique du terme. Il abhorre les jeux, les poisons et les délices du système, comme aurait dit le général de Gaulle sur la 4e République, du moins les jeux politiques. C'est quelqu'un qui a aimé la guerre propre en Libye, dans les déserts de Cyrénaïque, et c'est quelqu'un qui, comme homme politique, aime les affrontements politiques directs, frontaux, programme contre programme, ambition contre ambition, etc. Mais ce n'est pas un homme de combinaison politicienne, de combinaison oblique, ce n'est vraiment pas dans son ADN. En plus, Pierre Messmer, qui a été extrêmement critiqué, on a peut-être oublié maintenant combien la presse, les médias ont été extrêmement violents avec Pierre Messmer, Premier ministre, en particulier l'Express, qui, dans son opus de décembre 1953, dans son opus de décembre 1973, titrait La crise, Messmer doit partir. Et ce n'était qu'un élément parmi d'autres des attaques permanentes, parfois personnelles, contre cette caricature de légionnaire en politique qui ne comprendrait rien à la politique, etc. Pierre Messmer a été desservi dans son ministériat par les circonstances aussi, indépendamment du fait qu'il n'a pas de goût pour la chose politique au sens politicienne. Il a aussi subi disons, des problèmes qui sont ceux des séquelles de mai 68. Les violences des groupes extrémistes, les réclamations sociétales, les fortes agitations sociales, on peut penser au fameux conflit LIP, LIP c'est fini, perdurent, tandis que sa majorité parlementaire est évidemment conservatrice, même très conservatrice. C'est la majorité des élections de la peur de juin 1968. S'y ajoute, malheureusement pour lui, la fin des Trente Glorieuses, avec la crise pétrolière et ses effets macroéconomiques qui vont complètement changer évidemment la dynamique macroéconomique française. Et puis il y a un point qu'on sous-estime toujours, mais qui est essentiel et qui explique aussi en partie ce climat délétère dont Pierre Messmer est une des cibles attitrées de la part des médias, c'est évidemment la maladie du président Georges Pompidou, maladie qui le handicape de plus en plus, outre une souffrance terrible pour Georges Pompidou, mais c'est aussi cette maladie qui le fait décéder brutalement le 2 avril 1974. Et on reproche beaucoup à Pierre Messmer de ne peut-être pas avoir pris suffisamment ses responsabilités, de ne pas avoir, en tant que Premier ministre, pallié peut-être, disons, une certaine incapacité fonctionnelle du président à continuer à jouer pleinement son rôle, en tout cas en présence. Or, pour Pierre Messmer, il était clair, et c'est bien tout à fait dans sa mentalité, qu'il n'était pas question de donner l'impression qu'il puisse, d'une manière ou d'une autre, profiter de la maladie présidentielle pour se tailler le profil du successeur. Surtout, Pierre Messmer est un gaulliste orthodoxe, c'est-à-dire que pour lui, le Premier ministre de la Ve République n'est pas le président du Conseil de la IVe République. Il n'est donc pas question que l'impulsion des grandes décisions, des grandes stratégies, puisse désormais dériver rive gauche, c'est-à-dire à Matignon, et non plus rive droite, à l'Élysée. Ce qui lui a été bien sûr reproché par une certaine presse.
En outre, comme Vladimir Trouplin le suggérait tout à l'heure dans son introduction, dans le tumulte du décès de Georges Pompidou, la question de sa succession, qui est devenue rapidement une guerre de succession au sein de la majorité pompidolienne, entraîne un certain nombre de candidatures, notamment celle de Jacques Chaban-Delmas, puis celle de Valéry Giscard d'Estaing, et certains conseillers de Georges Pompidou, comme Pierre Juillet, Marie-France Garot, font tout pour convaincre, ainsi d'ailleurs que d'autres gaullistes, tout pour convaincre Pierre Messmer de se présenter et de rassembler toutes les candidatures opposées venant de la majorité pour essayer de gagner ces élections et assurer la succession de Georges Pompidou, la continuité gaullienne et gaulliste. Messmer n'est absolument pas chaud, évidemment, pour devenir président de la République. Il a déjà peu apprécié son office à Matignon et il ne se sent pas, à l'évidence, caréné pour affronter ce métier très particulier, bien sûr, qu'est le président de la République et finalement chausser les bottes du général de Gaulle. Il se laisse néanmoins convaincre une journée d'accepter de poser sa candidature, d'où le 9 avril 1974 cette annonce un peu surprenante du Premier ministre Pierre Messmer, proposant sa candidature unique, c'est-à-dire si Jacques Chaban-Delmas et Valéry Giscard d'Estaing, et Edgar Faure aussi d'ailleurs, acceptaient de se désister au profit de sa candidature. Valéry Giscard d'Estaing aura l'habileté, bien sûr, de se désister au cas où, ce qui ne sera pas le cas de Jacques Chaban-Delmas, ce qui fait qu'à la fin de l'après-midi de cette courte journée, Pierre Messmer annoncera qu'il renonce. Et pour tout dire, ce renoncement ne sera pas sans satisfaction de sa part tant qu'il ne se voyait pas président de la République. Alors commence dès lors la quatrième et dernière vie, finalement, de Pierre Messmer, celle, disons, de l'écriture et des académies. Il s'agit pour lui de poursuivre son action de défense de l'héritage gaullien et pompidolien. Et cette action, il le mène d'abord, bien sûr, à travers son engagement politique et partisan, puisque Pierre Messmer, je vous le rappelle, est député jusqu'en 1988, il est maire de Sarrebourg jusqu'en 1989 et il lâche définitivement tous ses mandats au seuil des années 1990. Concrètement, au cours de la fin des années 70 et des années 80, on retrouve Pierre Messmer comme un des tontons flingueurs, soit de Valéry Giscard d'Estaing, puis de François Mitterrand, sur ces sujets de prédilection, c'est-à-dire l'outre-mer, et il y a quand même un certain nombre de sujets sur les Comores, l'indépendance de Djibouti, sur la Nouvelle-Calédonie aussi, dans les années 1980, dans l'opposition à François Mitterrand et aux socialistes au pouvoir. Il y a aussi les questions de défense, qui, bien sûr, intéressent toujours au plus haut point Pierre Messmer, autour de deux axes finalement, le maintien de la capacité opérationnelle de la force de frappe nucléaire et la réforme du service national dans le sens d'une armée de métier, parce que Pierre Messmer a la particularité d'avoir été très tôt, dès le début des années 60, comme ministre des Armées, partisan d'une armée professionnalisée. Ce qu'on n'a pas voulu à cette époque le général de Gaulle, mais c'est quelque chose qui est resté un axe de sa pensée militaire qu'il a essayé après le général de Gaulle, puis au cours de ses différents postes, de faire fructifier. Alors Pierre Messmer a aussi été comme dernier grand poste national le président du groupe parlementaire du RPR au Palais Bourbon entre 1986 et 1988, première cohabitation comme on le sait difficile, houleuse entre François Mitterrand et la majorité RPR-UDF de l'époque conduite par Jacques Chirac. Mais initialement, François Mitterrand, très madré toujours en politique, avait suggéré quand même que Pierre Messmer soit nommé ministre, pour peut-être essayer de faire un peu d'ombre à Jacques Chirac en allant chercher les gaullistes historiques qui ne doivent rien évidemment au RPR et à Jacques Chirac. Pierre Messmer a refusé très net, parce que Pierre Messmer est opposé à la cohabitation. Pour lui, la cohabitation est un dévoiement
de la Constitution, du socle constitutionnel, donc de l'héritage du général de Gaulle. Donc il accepte, à la demande de Jacques Chirac, d'être président du groupe RPR, mais ne veut absolument pas participer en tant que ministre au gouvernement de cohabitation. Alors la défaite de Jacques Chirac en 1988 n'a pas surpris outre mesure le vieux renard, j'allais dire électoral, qu'est Pierre Messmer. Il s'y attendait, même s'il le regrette. Il en est extrêmement déçu parce que Pierre Messmer n'apprécie guère François Mitterrand et en particulier il aborde son passé à Vichy. Donc, il espérait, avant cet échec de Jacques Chirac au présidentiel de 1988, terminer son mandat de député et tirer sa révérence en politique à ce moment-là. Manque de chance, François Mitterrand dissout l'Assemblée nationale et il se retrouve à mener une campagne dont il ne voulait pas, qu'il ne l'enthousiasme pas, dans des circonstances un peu plus difficiles parce que la montée du Front National mord sur une partie de son électorat. Et à la surprise un peu générale, il est battu en 1988 aux législatives à Sarrebourg et c'est là qu'il décide de quitter la vie politique, mais d'abord de terminer son mandat de maire, ce qu'il fera en 1989, et ensuite de se consacrer uniquement à sa quatrième vie pleine, j'allais dire, le temps des académies, des associations mémorielles. Et c'est là qu'il va être parmi les fondateurs de l'association Georges Pompidou avec Édouard Balladur. Il va présider cette association pendant plusieurs années. De même, c'est lui qui va permettre le basculement de l'Institut Charles de Gaulle vers la Fondation Charles de Gaulle, qu'il va présider là encore pendant plusieurs années. Et bien sûr, il va, suprême honneur évidemment pour ce compagnon de la libération, à la fidélité absolue par rapport à la France libre, il va présider lors de la libération de 2005 à sa mort, en août 2007. Et c'était comme un clin d'œil du destin, puisque Pierre Messmer aura droit à des obsèques nationales, évidemment célébrées en l'église Saint-Louis des Invalides, mais comme il le souhaitait, sobre et digne, sans grand discours, et il fait don à l'ordre de la libération de son épée et de son habit d'académicien. La boucle est bouclée d'une certaine manière par rapport à juin 1940. Je vous remercie. Eh bien, cher Frédéric, un grand merci pour cette brillante intervention qui est extrêmement complète. Je rappelle et je recommande à tous de lire, d'acheter votre ouvrage sur Pierre Messmer, dont je rappelle le titre, Pierre Messmer, le dernier gaulliste, aux éditions Perrin. Mon cher Frédéric, votre exposé a été tellement précis qu'il y a un certain nombre de questions, mais qui, à mon avis, n'appellent pas beaucoup de réponses de votre part. La première des questions que j'ai vues apparaître est une question qui concernait justement Pierre Messmer et la présidence de la République, mais vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire un peu la valse hésitation de Pierre Messmer, dont on a bien compris, parce que vous l'avez très bien dit, qu'il ne se sentait pas l'homme de la fonction, alors même qu'il sortait de quasiment 2 années très éprouvantes pour lui comme Premier ministre, et vous avez parfaitement précisé. Donc je pense que ce n'est pas la peine de revenir sur cette question. Il y a une autre question tout à fait différente, vous l'avez un peu abordée, mais qui aborde la question du Cameroun dans sa phase la plus sombre, qui est celle effectivement de la répression du Cameroun. Et il y a un de nos internautes qui nous a posé la question, parce qu'on sait que dans certains milieux, notamment actuellement des milieux camerounais, il y a des charges très fortes qui sont portées contre Pierre Messmer sur la répression au Cameroun. Peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots, votre analyse sur ces reproches qui lui sont faits et sur le rôle réel et plutôt fantasmé, je pense, dans un certain domaine de Pierre Messmer. Disons qu'il ne faut pas confondre l'histoire et la mémoire, et aussi l'instrumentalisation politique des luttes de décolonisation, puisque une partie des leaders de l'UPC, qui ont été soit tués au combat, comme Niobé, soit assassinés après par les services spéciaux de la France, comme Félix Moumier à Genève en 1960, disons, ont été réhabilités par les autorités camerounaises, mais pas immédiatement, pas par le pouvoir d'Ahidjo, qui a été le président de l'indépendance, tout simplement. Donc il y a eu des mémoires concurrentes sur le sujet. Et évidemment, il y a un dénominateur commun dans ce cas-là pour toutes ces mémoires camerounaises qui se sont peut-être pacifiées entre elles, c'est l'ennemi de la France, tout simplement, et du colonisateur.
Alors, il est certain que Pierre Messmer a eu une double action. Loin de moi l'idée de minimiser son rôle d'une manière ou d'une autre, mais en tant que haut commissaire au Cameroun, il avait la responsabilité du maintien de l'ordre. Donc, il a appliqué le maintien de l'ordre en même temps qu'il a mené donc, une politique de pacification. Lorsque, aux premières heures, aux incidents, aux assassinats d'ailleurs d'opposants politiques camerounais à l'UPC, comme au cours de la campagne législative de décembre 1956, il a bien fallu rétablir l'ordre, voire au-delà, lorsqu'on est passé de la part de l'UPC à une campagne de guérilla en tant que telle, donc c'est-à-dire d'engager une véritable guerre contre le colonisateur français, ainsi que contre tous les Camerounais, toutes les ethnies camerounaises et les chefs traditionnels qui, dans leur grande majorité, soutenaient le pouvoir de la France, en tout cas, ne voulaient pas perdre leur pouvoir, tout simplement. Donc Pierre Messmer est au milieu de tout cela, avec un objectif qui initialement est un objectif politique. Pierre Messmer, il faut bien comprendre, dans les milieux ultramarins de l'époque, c'est, avec Gaston Defferre, l'homme de la loi cadre de fer, c'est-à-dire d'un début de transfert de pouvoir aux élites autochtones, aux élites africaines, avec la constitution, ce qui paraît très modeste évidemment aujourd'hui, d'un conseil de gouvernement qui est une sorte d'embryon de gouvernement. Donc on va vers une autonomie qui n'est pas encore totale. Ça, ce sera l'autonomie interne sera acquise avec le statut d'État membre de la communauté franco-africaine donc de 1958. Mais on est dans un processus qui très clairement va vers le transfert de pouvoir aux élites africaines. Et ça, Pierre Messmer, dans le cadre de la loi cadre de fer, spécifique, parce que nous sommes dans un territoire sous tutelle de l'ONU et non pas sur un territoire d'outre-mer au sens juridique de la République française, mais il s'agit donc bien de mettre en place une véritable vie politique, un véritable statut d'autonomie qui va plus loin d'ailleurs que ce qui est accordé à la même époque aux autres territoires d'outre-mer français. Mais pour cela, évidemment, il faut que toutes les forces politiques camerounaises acceptent de jouer le jeu de ces élections, sachant que, évidemment, de l'autre côté, l'UPC sait très bien, a bien compris pourquoi le pouvoir colonial français veut mettre en place ce système d'élection. L'UPC sait aussi très bien que l'administration coloniale française est tout à fait capable de truquer les élections, mais il sait très bien aussi que le but du jeu, c'est d'essayer de marginaliser politiquement l'UPC dans une configuration, disons, parlementaire, avec un gouvernement à la clé. D'où le refus de l'UPC qui, à cette époque, a des liens très forts avec le bloc soviétique. C'est ça aussi qui pose problème aux autorités françaises, à Pierre Messmer et à son ministre, Gaston Defferre. On sait très bien qu'il y a des liens avec l'Union soviétique. Tous les leaders de l'UPC ne sont pas forcément marxistes-léninistes, mais il y a quand même une empreinte marxiste qui est assez marquée et qui, pour le coup, donne raison au service de la propagande des autorités françaises qui insistent toujours, notamment pendant la guerre d'Algérie, alors que c'est quand même beaucoup moins le cas, des liens entre les nationalistes africains et le bloc soviétique. Donc là, il y a des liens et c'est aussi ce qui, d'une certaine manière, justifie l'intervention extrêmement musclée et brutale de la répression des méthodes de pacification qui sont employées là comme en Algérie d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment, à mon sens, de différence dans les méthodes, ce qui n'est pas une manière de les couvrir, ce n'est pas ça mon propos. Je vous dis simplement que Mesmer est obligé à la fois de mener ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire essayer politiquement de trouver une solution négociée, et il a en tête, et il compare souvent avec le précédent indo-chinois, et c'est ce qu'il veut éviter à tout prix. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, Mesmer est très amer à la fin de l'année 57 parce qu'il a l'impression d'être comme à la fin de l'année 1948 en Indochine, d'avoir échoué à une solution négociée. Et que c'est la guerre, et c'est la guerre qui va l'emporter. C'est surtout à partir de 1958 d'ailleurs que la répression s'intensifie, que les méthodes de pacification se font plus industrielles. Merci beaucoup, Frédéric. Il y a plusieurs questions là, qui arrivent. Là, les gens posaient pas mal de questions. Il y a une question fondamentale à laquelle je réponds tout de suite et qui est: où peut-on se procurer le livre de Frédéric Turpin? Je répondrai: dans toutes les librairies ou les bonnes librairies. J'imagine que je ne me trompe pas, Frédéric. Oui, oui, c'est Perrin. Donc c'est chez Perrin, donc c'est très bien distribué. Une question nous est posée: que reste-t-il aujourd'hui du souvenir de Pierre Messmer?
C'est pas facile de répondre parce que ça dépend un petit peu des interlocuteurs et des générations, tout simplement. Pour les générations, disons, un peu plus anciennes, c'est quand même quelqu'un qui a été Premier ministre. Donc, quand vous êtes en âge de conscience, ce sont des personnalités que vous retenez. On se souvient tous des différentes personnalités, enfin, les différentes personnalités qui ont été Premier ministre ou Première ministre, d'ailleurs, en France. Donc, il y a cet aspect Premier ministre, Matignon qui joue. Pour les plus anciens d'entre nous, c'est le ministère des Armées aussi. 9 ans à la tête des armées, c'est quand même un ministériat inégalé de ce point de vue-là. Et quel ministériat? Que de problèmes à gérer, que de coups durs, tout simplement. Donc, il y a cet aspect, disons, personnage politique et ministériel de premier plan. Et puis, je crois qu'il y a aussi peut-être ce qui restera le plus longtemps, au-delà de la mémoire partisane, de la mémoire politique de ceux qui ont occupé des fonctions de premier plan. Il y a bien sûr la France libre, le compagnon de la libération et tout cet ordre, en quelque sorte, de chevalerie auquel il a appartenu et qu'il a présidé à un moment donné à la fin de sa vie. Je crois qu'il y a ça aussi qui restera, ce héros de la France libre, en termes de mémoire. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Je pense que nos internautes nous pardonneront de ne pas toutes les poser parce qu'elles sont vraiment très nombreuses. Une question, par exemple. Alors, nous dit un de nos internautes, vous n'avez pas évoqué la question de l'Europe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conceptions européennes de Pierre Messmer? Alors, Pierre Messmer est européen comme le général de Gaulle l'était. C'est simple. Donc, de Gaulle n'est pas anti-européen, bien sûr, mais il n'est pas européiste. C'est-à-dire qu'il est pour une Europe des États-nations, des patries, suivant la formule d'ailleurs de Michel Debré, pas celle du général de Gaulle. Donc, il est pour une confédération, plutôt à direction française, pour dire les choses très clairement, de l'Europe de l'Ouest. Et c'est la même chose pour Pierre Messmer, c'est-à-dire que rien ne doit attenter à la souveraineté française. On peut créer une certaine unité européenne, mais en aucun cas par un biais d'intégration supranationale. Il y a vraiment une opposition conceptuelle forte, tant dans les années 60, même si Pierre Messmer s'occupe relativement peu des questions européennes en termes d'intégration, parce que ce n'est pas tellement son champ d'action en tant que ministre des Armées. Lui, il s'occupe de la coopération franco-britannique sur les fusées, sur le Concorde indirectement, sur les armements, l'Alpha Jet, par exemple, etc. Mais fondamentalement, ce n'est pas le sujet premier pour Messmer. Donc il y viendra plutôt comme Premier ministre, où se poseront un certain nombre de problèmes clés, notamment le serpent monétaire, enfin, le serpent européen pour les fluctuations de monnaie lorsqu'il est Premier ministre. Et il y viendra aussi, bien sûr, avec Maastricht, puisque Pierre Messmer fait partie des gaullistes historiques, comme Jean Foyer aussi, ou d'autres, qui se sont engagés ouvertement en faveur de la campagne de Philippe Séguin contre la ratification du traité de Maastricht. Ça, c'est très net. Et même après, Pierre Messmer a toujours été, j'allais dire, contre tout ce qui attente à la souveraineté de l'État français, et donc de la nation française derrière. Autre question, Frédéric, qui revient d'ailleurs sous plusieurs formes. La question Harkis, vous avez évoqué, hein, vous avez dit que c'était un des regrets de sa vie. Est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu cette question du positionnement de Pierre Messmer par rapport à la dramatique question des Harkis? Alors, Pierre Messmer est ministre des Armées, donc il a en charge ce qui est le rapatriement des forces armées françaises. Concrètement, c'est son domaine. Lui, il n'a pas en charge le rapatriement des éléments civils ou autres, ni d'ailleurs des rapatriés pieds noirs. Ça, c'est le domaine du secrétaire d'État aux rapatriés qui est tenu par Robert Boulin à l'époque. Donc, Pierre Messmer, lui, c'est le retour des unités avec, bien avant les accords d'Évian, la question des supplétifs algériens de l'armée française, notamment une catégorie précise qui est celle des harkis, des forces militaires en gros algériennes, qui représentaient, d'après les chiffres qu'on peut avoir, environ 40 000 à 45 000 hommes au 1er janvier 1962. Ils en faisaient beaucoup plus dans les années précédentes, et au fur et à mesure qu'on se dirigeait vers la fin de la guerre d'Algérie, l'indépendance, le gouvernement français, le ministère des Armées avait commencé à baisser sérieusement les effectifs de ces supplétifs algériens. Alors, il a été prévu dans les accords d'Évian
l'amnistie, c'est dans les accords. Et normalement, et c'est sur cette optique que le gouvernement français a travaillé, l'amnistie qui devait être réciproque, y compris de la part des Algériens, devait permettre aux Harkis de rester sur place s'ils le souhaitaient, de même qu'aux Français d'Algérie, les pieds noirs, ce qu'on appelait à l'époque dans le jargon administratif les FSE, les Français de souche européenne, devaient pouvoir, s'ils le souhaitaient, rester en Algérie et ensuite opter, au bout de quelques années, pour une des deux nationalités. Le problème, c'est que cette option a été validée par une majorité de Harkis en toute bonne foi, et qu'ils avaient le choix, en gros, de la part des autorités françaises, entre le rapatriement en France avec un engagement militaire. Ils pouvaient rester pour 6 mois de plus avec un engagement militaire en Algérie, ou ils pouvaient être démobilisés avec un pécule et ensuite pouvoir rentrer tranquillement chez eux. La plupart du temps, c'était des populations rurales, hein, ce n'était pas des urbains. Et donc, de ce point de vue-là, plus de 80% des Harkis ont choisi la dernière solution, c'est-à-dire la démobilisation en Algérie avec le pécule pour reprendre leur vie finalement là où ils l'avaient arrêté, en toute bonne foi, c'est-à-dire pensant que les accords d'Évian et l'amnistie en particulier seraient appliqués. Ça, c'est la toile de fond. Donc, Mesmer a organisé comme ministre des Armées le retour de ceux qui ont opté pour le retour en France, c'est-à-dire à peu près 20%, c'est-à-dire à peu près 5000 hommes plus leurs familles, ce qui représentait à peu près 2 camps, dont celui du Larzac, pour les accueillir initialement. Le problème, c'est que très rapidement, à partir d'avril et surtout mai-juin, un certain nombre d'exactions, d'assassinats dans des conditions abominables de Harkis et de leurs familles ont commencé à venir aux oreilles des troupes françaises encore présentes ou des autorités françaises encore présentes, parce qu'on est dans la période de transition. L'indépendance Algérie, c'est le 3 juillet 1962, donc c'est une haute autorité franco-algérienne qui est censée assurer le maintien de l'ordre, ce qui n'est pas le cas évidemment. Donc, on a de plus en plus d'assassinats, de massacres de Harkis qui, au fur et à mesure que la vague enfle, ne peuvent plus être considérés comme étant des actes isolés de vengeance personnelle, mais plutôt relevés d'actes délibérés et collectifs. Et l'explosion du massacre des Harkis sera encore plus forte et deviendra vraiment massive. C'était notamment l'analyse de Charles-Robert Ageron après l'indépendance, à partir de juillet. Mais déjà avant, on a déjà énormément de témoignages ou de Harkis qui sont recueillis par les unités françaises encore présentes, avec des témoignages absolument abominables de tortures subies par eux et leurs proches. Donc, à partir du mois de mai-juin, Pierre Mesmer, qui applique à la lettre le plan des 5000 avec les camps qui ont été ouverts, est plutôt dans une optique qui est l'optique du général de Gaulle, d'appliquer les accords coûte que coûte pour éviter de relancer la guerre. Et puis, à partir du moment où il constatera, notamment en juillet, qu'il y a une véritable inflation exponentielle du massacre, encore une fois dans les conditions abominables des Harkis par leurs confrères algériens, eh bien, il sera un des rares à intervenir en Conseil des ministres pour demander au général de Gaulle s'il était possible de mener des opérations militaires, coup de poing, d'exfiltration, parce que la plupart des Harkis sont retournés dans le bled, que ne contrôle plus l'armée française, mais d'aller chercher une partie de ses familles pour éviter de subir d'éventuelles exactions, voire une mort terrible. Et le général de Gaulle refusera très nettement, en fin juillet 1962, en Conseil des ministres, ayant une formule extrêmement dure, puisqu'il dira que on ne peut pas parler de rapatriés, puisqu'ils ne sont pas français, ils n'ont pas à revenir dans leur patrie. Fin de la discussion. Donc Mesmer ne bougera pas. À ce moment-là, il augmentera simplement les possibilités de rapatriement du coup des Harkis qui réussiront à rejoindre les zones tenues par les Français, alors que le massacre des Harkis battra son plein, évidemment, au cours de l'été 1962. Mais il le dit plus tard, il l'a dit plus tard, qu'il a sûrement été trop légaliste par rapport au général de Gaulle, qui certes avait un objectif politique extrêmement important, supérieur, je ne le dirais pas, mais important, qui était d'éviter de rallumer la guerre en Algérie en intervenant militairement pour sauver
une partie des harkis qui avaient choisi initialement en toute bonne foi de pouvoir retourner dans leur foyer. Et Mesmer fera tout ensuite pour augmenter l'accueil des harkis à partir de l'été 62 et surtout l'automne 62. Mais comme il le dit, et là il parle en vieux soldat, qui a dû abandonner des gens qui avaient foi dans le drapeau français, ça restera un des remords de sa vie de ce point de vue-là. Merci, merci beaucoup Frédéric. Je propose peut-être une dernière question et que les internautes qui ont posé des questions qu'on ne retransmet pas nous le pardonnent, me le pardonnent. C'est la question qui vient d'ailleurs, c'est une question qui vient de Brazzaville, d'un internaute qui est à Brazzaville et qui demande pourquoi, à votre avis, dans l'esprit à la fois de Pierre Messmer et du général de Gaulle, le principe de la communauté était la meilleure des solutions pour l'Afrique subsaharienne. Alors, ce n'était pas que pour l'Afrique subsaharienne. On peut raisonnablement penser que l'idée du général de Gaulle en 1958-59, lorsqu'il revient au pouvoir, et même en 59-60, est que le processus mis en place d'autonomie interne donnée aux anciennes colonies, aux anciens territoires d'outre-mer français d'Afrique subsaharienne, au sein d'une communauté dans laquelle la France, la République française, garde la souveraineté extérieure et les matières régaliennes concrètement, pour être appliquée aussi à l'Algérie, c'est-à-dire une sorte de république algérienne à l'intérieur de la communauté franco-africaine. Alors, ça correspond, disons, à la fois aux conceptions du général de Gaulle qui, dès 1945-46, se montre un partisan déclaré de ce qu'on appelle l'association par opposition à l'assimilation. De Gaulle n'a jamais été un turiféraire de la colonisation, n'a jamais partagé le mythe, si vous voulez, assimilationniste qu'on pouvait faire de n'importe quel Africain, Syrien, Algérien, un Français de métropole, ce qui le distingue de nombre de ses contemporains. En revanche, évidemment, il a été adepte de la puissance par l'Empire comme facteur de rattrapage au déclassement de la puissance française après 1945. Et donc, il a une conception par rapport à l'Afrique subsaharienne qui à la fois intègre cette vision de la puissance, c'est-à-dire maintenir des zones géographiques qui soient des clients, des facteurs de démultiplication de la puissance de la France, puisqu'il resterait très lié à la France, bien qu'ayant l'autonomie interne, mais ayant une diplomatie, ayant, disons, des finances extérieures, ayant, bref, appartenant à un ensemble, à une sphère d'influence française. Et puis, ça c'est le premier élément, la vision disons, de puissance du général de Gaulle, qui répond à cette conception de la communauté franco-africaine. Et puis derrière, il y a une vision de l'état de ces pays, de ces sociétés. De Gaulle considère que ces pays ne sont pas aptes à prendre économiquement, politiquement, humainement leur indépendance rapidement. Il faut donc une sorte de sas, d'antichambre de l'indépendance, qui doit permettre à la France de former beaucoup plus d'élites, de créer une plus grande dynamique de développement économique afin que ces pays puissent, le jour où ils sont indépendants, être pleinement indépendants, y compris du point de vue économique. D'où l'idée pour le général de Gaulle d'une communauté franco-africaine qui est clairement une formule qui aboutira à l'indépendance. Simplement, il faut s'entendre sur les délais. Sa formule, elle est d'une transition longue. Lorsque, et j'en terminerai par là, lorsque de Gaulle rencontre en audience le général de Gaulle, qui est le président du Conseil, fin juin 1958, pour le nommer au commissaire, d'ailleurs il ne sait pas qui va être nommé au commissaire en Afrique occidentale, de Gaulle lui dit « Bonjour, monsieur le haut-commissaire », et c'est là qu'il comprend qu'il n'a pas le choix, il est nommé au commissaire. Mais dans la discussion, de Gaulle lui explique que la communauté est faite pour durer 20 ans. C'est-à-dire, en gros, à la fin des années 70, là, on aurait une indépendance. Alors, bien sûr, c'est un chiffre qui n'a pas de valeur absolue. Il avait dit à Focard, Jacques Focard le retranscrit dans ses mémoires, qu'il pensait pour 10-15 ans. Vous voyez, l'optique, c'est quand même au moins une bonne dizaine d'années de transition, et ensuite les indépendances pleines et entières du point de vue de la souveraineté internationale. Merci, merci infiniment Frédéric. Écoutez, je vous applaudis. Je pense que derrière leurs écrans, nos amis qui nous ont regardés, qui étaient fort nombreux, hein, on était à plus de 140 personnes entre Facebook et le Zoom ce soir, ont été, je pense, très heureux et on voit ça au nombre de réactions. Donc, je suis
très heureux et je vous remercie infiniment d'avoir voulu jouer le jeu de cette conférence à distance. Je dirais simplement pour conclure, avant de saluer tout le monde, que la prochaine soirée aura lieu dans les mêmes conditions, puisqu'elle aura lieu prochainement le jeudi 11 février à 18h30. Le thème sera très différent puisque c'est Lionel Dardenne, assistant de conservation chez nous au Musée de l'Ordre de la Libération, qui fera un point d'histoire sur vie et mort du groupe Manouchian, le groupe de l'Affiche Rouge, qui sera aussi lié au fait que le mois de février est toujours le mois anniversaire de la création par le général de Gaulle de la médaille de la résistance française et que l'intégralité, c'est très peu su, mais que l'intégralité des membres du groupe Manouchian, donc du groupe de l'Affiche Rouge, sont tous individuellement médaillés de la résistance française. Voilà, je vous donne rendez-vous le 11 février prochain. Encore merci à Frédéric Turpin. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne Au soirée. revoir.